Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Alfred Jarry disait « La conquête, la plus noble conquête du cheval, c'est la femme ». En effet, dans l'affaire qui nous est présentée, 2 femmes ont été conquises par cet animal sensible et attachant et ont décidé d'y dédier leur vie. C'est ainsi qu'en 2010, Madame Bergamote, ma cliente, gérante d'un centre équestre et vivant avec sa fille Lucie, âgée de 5 ans, fait la connaissance de Madame Pistache, avec qui elle va nouer une relation amoureuse. Quelque temps après, Madame Bergamote va proposer à Madame Pistache de s'installer chez elle dans son exploitation. Et pendant leur vie commune, elles vont prendre la décision d'avoir toutes les deux un enfant que Madame Pistache portera. C'est ainsi que naquit la petite Alice Pistache le 28 juin 2011. Au bout de 3 ans de concubinage, les 2 femmes se séparent en date du 30 avril 2013. Et durant les mois qui ont suivi la séparation, Madame Pistache, n'ayant pas de logement, va être hébergée gracieusement chez une amie de Madame Bergamote. Et la petite Alice restera sous la garde de Madame Bergamote jusqu'au 15 août 2013, soit presque 2 mois. L'enfant repartira vivre avec sa mère une fois qu'elle a trouvé un environnement stable pour refaire sa vie. Mais Madame Pistache proposera donc à ma cliente la garde de l'enfant 3 week-ends par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Mais souvent, femme varie, et Madame Pistache changea d'avis. Madame Bergamote ne voyait plus du tout la fillette, et n'ayant plus aucun contact avec l'enfant, et face au refus manifeste de sa compagne, Madame Bergamote a saisi la justice pour obtenir un droit de visite auprès de l'enfant. Par jugement en date du 24 juin 2015, le tribunal de grande instance de Besançon a accordé à ma cliente un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Alice Pistache le 2e week-end de chaque mois, vendredi de 18 h jusqu'au dimanche 18 h, ainsi que chaque année les 2e et 4e semaines de juillet, sur le fondement de l'article 371.4 du Code civil que je vais vous lire. L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des relations, des liens affectifs durables. Madame Pistache a interjeté appel de cette décision. Pour commencer, il faut comprendre que la conception de l'enfant est le fruit d'une volonté commune des 2 femmes et du désir de créer une famille. En effet, en l'accueillant chez elle, Madame Bergamote a fourni un cadre stable à Madame Pistache pour envisager sa vie future, et en l'occurrence, leur vie familiale future. Et le désir de concevoir Alice a eu lieu 8 mois après l'installation. C'est une décision prise dans une situation de stabilité, de foi en l'avenir. Ma cliente a voulu avoir cet enfant avec Madame Pistache, que cette dernière porterait, car Madame Bergamote a laissé à sa compagne le bonheur de pouvoir porter un enfant. Par ailleurs, M. Éric Leroy atteste que c'est suite à une discussion avec les 2 femmes qu'il a accepté d'effectuer un don de sperme à leur profit, pour la raison que les 2 femmes avaient l'objectif de concevoir ensemble une famille. De plus, il a insisté sur le fait que ce don, et que l'enfant qui devait naître de ce don, devait permettre à Madame Bergamote, en cas de séparation, de conserver un droit de garde et d'hébergement sur l'enfant. De plus, on remarquera qu'Alice porte le prénom de la mère de Madame Bergamote, décédée auparavant. Et le faire-part de naissance de l'enfant mentionne en toute fin, cela suppose être un mot sortant de la bouche du nourrisson, je cite, « Je ne vous dis pas la joie de mes mamans, au pluriel, et de ma grande sœur. » Cette information est suffisante, elle est explicite pour reconnaître que l'enfant est le fruit d'une volonté commune. De plus, ce foyer constitue une véritable famille au sens sociologique. Car cette famille se reconnaît en tant que telle et est reconnue par l'entourage comme une vraie famille. Madame Bergamote a toujours aidé et soutenu sa compagne durant la grossesse. Elle s'est occupée de l'éducation de l'enfant
durant toute la durée de leur vie commune. L'entourage rapporte que ma cliente a été beaucoup plus réaliste que Madame Pistache pendant de nombreux mois, notamment quand celle-ci partait en déplacement professionnel. Mais les témoignages ne se limitent pas aux amis. L'assistante maternelle d'Alice a témoigné que ma cliente amenait et venait récupérer la plupart du temps l'enfant chez elle. On remarque que les photographies versées au dossier démontrent de l'attachement de Madame Bergamote et de l'enfant qu'elle a toujours considéré comme sa propre fille. Certes, aux yeux de la loi, Sophie Pistache est le seul parent de l'enfant. Mais j'attire votre attention sur les documents relatifs à la garde de l'enfant par l'assistante maternelle, où Madame Pistache est désignée. Madame Pistache et Madame Bergamote sont désignées comme les parents, Madame Bergamote en tant que deuxième maman, et le père de Madame Bergamote en tant que grand-père. Cela prouve les liens familiaux réels et assumés qui existaient entre ma cliente et l'enfant. Alors Madame Pistache met en cause la stabilité du cadre qu'a offert ma cliente en invoquant une multitude d'arguments farfelus que je ne pourrais pas développer dans leur totalité pour décrire une situation instable. Le rythme de vie de Madame Bergamote, certes tourné autour de son activité professionnelle, ne devait pourtant pas être si infernal pour que Madame Pistache vive avec elle près de 3 ans et veuille avoir un enfant avec ma cliente. De plus, si Madame Bergamote, à la suite de son divorce, a obtenu la garde de sa fille Lucie, c'est bien parce qu'elle avait les moyens de l'assurer, et d'ailleurs, son activité, ou même son habitation, n'a jamais remis ce droit en cause. Quant aux dettes que ma cliente a contractées pour s'établir à son compte, et qui lui sont reprochées, elles ne l'ont pas empêché d'héberger Madame Pistache durant toute la durée de leur vie commune, et de lui proposer une contribution pour l'entretien de la fillette après son départ. Sophie Pistache évoque les rares fois où elle a accompagné Laurence Bergamote dans ses déplacements. Ces événements sont en réalité anecdotiques et visent à occulter l'absence de Madame Pistache la mère au sens biologique et juridique du terme, lorsqu'elle partait en déplacement, en formation, et qu'elle laissait ma cliente s'occuper de la petite Alice, en plus de sa propre fille. J'attire votre attention sur les allégations concernant l'habitation de ma cliente, qui sont tout aussi contradictoires que déconcertantes, vous en conviendrez. La partie adverse déclare que l'habitation était composée de 2 caravanes. Or, dans sa déclaration, Madame Pistache affirme qu'elle ne disposait pas des clés de la maison. Il faudrait qu'elle s'accorde sur la teneur de ses propos. Vivait-elle dans une maison, dans une caravane? Madame Pistache affirme également que l'enfant se trouvait à proximité, je cite, proximité immédiate des sabots des chevaux ou des produits chimiques posés à même le sol. Alors, il est évident que lorsque vous vivez dans une habitation qui est à proximité du centre équestre que l'un de vos parents dirige, il est possible que de temps à autre vous croisiez un cheval, et si vous êtes petit, plus vous êtes petit, vous êtes près du sol, et plus vous êtes près du sol, plus près des sabots. Quant aux produits chimiques, Quant aux produits chimiques, notamment des produits phytosanitaires, il y en a généralement dans un élevage, et à moins que Madame Pistache nous dise que cette proximité dans l'habitation, se trouve que ces produits étaient dans l'habitation elle-même, tout comme les chevaux peut-être. Tout le monde vivait dans la caravane, peut-être, c'est possible. Et je ne vous parle pas de l'argument du fusil de chasse, qui est bien entendu rangé effectivement sous un lit, démonté dans son étui, comme tout bon chasseur range son matériel. Ces affirmations sont totalement fausses, et il a été attesté par un témoin proche du couple que Madame Laurence Bergamote, je cite, vit dans une partie rénovée de la maison qui dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires à la qualité de vie des enfants et des adultes. D'ailleurs, si ces affirmations étaient vraies, peut-on imaginer que Madame Pistache aurait eu envie de concevoir un enfant dans un tel taudis? Car tout de même, procréer, transmettre la vie, traduit un stade d'épanouissement personnel, un stade d'accomplissement de soi qui se situe au sommet de la pyramide de Maslow. Or, peut-on concevoir un tel projet si les besoins physiologiques et les besoins de sécurité ne sont eux-mêmes pas accomplis? Il est donc évident que l'enfant a résidé de manière stable et sereine
chez ma cliente et que cette dernière a pourvu à l'éducation de l'enfant et à son entretien comme une mère. Hélas, comme pour de nombreux couples, la compatibilité d'humeur rend la séparation inévitable pour éviter aux enfants de subir une situation conflictuelle au quotidien. Mais le départ de Madame Pistache est bel et bien un départ volontaire et non pas une mise à la porte comme Madame Pistache le prétend. Il a été conclu par les deux concubines que la petite Alice resterait sous la garde de la même nourrice, qui s'occupait d'elle d'ailleurs depuis 2 ans, et qu'elle continuerait à vivre chez Madame Bergamote en attendant que Madame Pistache ait trouvé une solution d'hébergement stable pour elle et sa fille. De plus, c'est chez une amie de ma cliente, à sa demande, que Madame Pistache est hébergée. Si ma cliente avait mis à la porte sa concubine, nul doute qu'elle n'aurait pas demandé à une de ses amies de l'héberger. Nous voyons bien ici la malhonnêteté de la partie adverse et l'ingratitude vis-à-vis de son ex-concubine. J'attire votre attention sur le fait que, durant la totalité de la vie commune du couple, Madame Pistache est hébergée chez ma cliente. Si l'on recense les témoins de leur intimité, il ne s'agit que de personnes qui étaient au départ amies avec ma cliente. Et au moment où Madame Pistache quitte ma cliente, elle s'en remet à elle pour trouver une personne de confiance qui puisse l'héberger. Outre l'état d'une vie sociale très vide, ce qui, très sincèrement, est assez triste, cela laisse légitime le questionnement de la personnalité profonde de Madame Pistache, ce qui expliquerait peut-être ses allégations mensongères, la trahison de sa parole et son changement de comportement à l'égard de ma cliente. De cette famille, Laurence Bergamote a noué des liens affectifs durables avec Alice Pistache, comme une deuxième maman pendant ces 2 premières années. Cette maman de cœur a vécu tout ce qu'une mère peut vivre avec un enfant de cet âge. Les liens affectifs ne s'envisagent pas sur une durée, mais selon leur intensité. Même si elles ont été séparées, ces liens sont forts, ces liens sont durables chez Madame Bergamote et personne ne peut affirmer que la petite Alice n'a aucun souvenir d'elle. Des études scientifiques très poussées ont démontré qu'une partie du cerveau stocke dans le domaine émotionnel et affectif, même à un âge très faible dès la naissance. Ces liens peuvent s'effiler, mais jamais se rompre. Jamais ils ne disparaissent. Plusieurs témoignages versés au dossier attestent du rôle de mère de la cliente auprès de l'enfant et les photographies y montrent une relation filiale ainsi qu'un cadre de vie serein qui est très éloigné du cloaque qu'on nous dépeint et du personnage de harpie que Madame Pistache décrit. D'ailleurs, dès le départ d'Alice, en 2013, les 2 femmes se sont accordées pour que Madame Bergamote puisse revoir Alice régulièrement. Et cet accord, d'ailleurs, est attesté par un ensemble d'échanges de mails qui ont été versés au dossier. S'il n'y avait aucun lien entre son ex-compagne et sa fille, Madame Pistache n'aurait jamais accepté qu'à dès leur séparation, Madame Bergamote continue à voir sa fille. Mais il faut se rendre compte que le maintien de ce lien quasi-filial, et je dis quasi-filial au sens juridique, en réalité c'est un lien dans les faits qui est réellement filial, il faut se rendre compte que ce lien quasi-filial, disais-je, créé dès la naissance, relève du bon épanouissement de l'enfant et de son intérêt. La séparation entre ma cliente et la fillette s'explique par le refus caractérisé de Madame Pistache de lui permettre de la revoir. On peut se demander si cette obstination, légitime, pose une question, si cette obstination ne vise pas à effacer le passé. Serait-ce un déni de cette relation homosexuelle que Madame Pistache n'assumerait pas? Elle essaierait par tous les moyens de salir Madame Bergamote et nier la dimension matrimoniale entre elle et sa fille, en tentant de remettre en cause tous les témoignages versés au dossier qui sont d'ailleurs unanimes. Est-ce le fruit de son nouvelle union, d'un malaise vis-à-vis de cette ancienne relation? Est-ce une pression de sa famille, de sa nouvelle belle famille? Si tel est le cas, cela en dit long sur l'ouverture d'esprit, de largeur panoramique de l'entourage de Madame Pistache et du caractère plus qu'influençable de cette dernière. Peut-on sincèrement penser que son objectif serait de profiter de ces visites qui seraient de 2 heures toutes les 2 semaines, dans un premier temps,
pour monter l'enfant contre sa mère et contre son beau-père. Il faut décidément faire preuve d'une curieuse paranoïa pour imaginer cela. Sophie Pistache a spéculé sur l'éloignement d'Alice et ma cliente et sur le temps qui passe sans se préoccuper ni de la souffrance de son ex-concubine, ni du fait que sa fille aurait peut-être aimé garder un lien avec cette femme qui l'a voulu, qui l'a aidé, aimé, élevé pendant ces 2 premières années. Il se pose ici la question de l'intérêt de son enfant et de la connaissance de son histoire. Il est de son intérêt que soit préservée une certaine stabilité dans ses relations sociales et affectives avec celles qui ont décidé d'être ses parents et qui en ont assumé les obligations. Le lien d'Alice envers Madame Bergamote s'est peut-être un peu estompé. Et il est évident que renouer ce lien devra se faire progressivement et en douceur, ce qui explique la demande de ma cliente d'un droit revu à la baisse de 2 heures toutes les 2 semaines pendant les 6 premiers mois, qui a agi, la cliente a agi en considération de l'état de cette relation et non pour son bon plaisir. La Cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 18 décembre 2006, a reconnu un tel droit, et dans des conditions similaires, en vertu de l'article 371-4 du Code civil que j'ai précédemment cité. De même, le tribunal de grande instance de Briey, le 21 octobre 2010, a reconnu une situation similaire. En y réfléchissant plus profondément, même si l'enfant a moins de souvenirs que Madame Bergamote, le privé de celle qui fut sa 2e maman, pendant 2 ans, revêt une forme d'atteinte à ses origines. Savoir d'où on vient, connaître son passé, permet de se construire soi-même. Et il est bien évident que dissimuler le passé d'un enfant ne peut que lui procurer des doutes et des troubles à un âge plus avancé. Chacun sait qu'entre un enfant et la personne qui le choisit et qui l'élève, les liens du cœur valent beaucoup plus, parfois, que les liens du sang. Dans le sens de l'article 371-4 du Code civil, la relation quasi-filiale ne peut être niée. Et il y va de l'intérêt de l'enfant, de la petite Alice Pistache, de ne pas perdre ce lien qui l'unit avec Laurence Bergamote. C'est pourquoi il est demandé à la Cour de juger mal fondé l'appel de Madame Sophie Pistache et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses fins et prétentions, ainsi que d'accorder à Madame Laurence Bergamote un droit de visite sur l'enfant Alice Pistache pendant une période de 6 mois, un samedi sur 2, pendant 2 heures, de 16h à 18h, ainsi qu'à l'issue de cette période de 6 mois, le 2e week-end de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h, et le 2e et 4e semaine de juillet. Je demande également le versement de la part de Mme Sophie Pistache au profit de ma cliente, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Je vous remercie.